Nous sommes en 1946, le seul bombardier lourd en développement en URSS est le Tupolev Tu-4, très grandement inspiré du B-29 américain, alors que de l'autre côté du rideau de fer, les États-Unis font voler pour la première fois le gigantesque B-36 Peacemaker. Cependant, face à la menace américaine, il est essentiel pour l'Union soviétique de disposer d'un bombardier stratégique capable d'atteindre les villes américaines. Bien le bonjour et bienvenue, c'est Yataka qui vous parle, et aujourd'hui on parle d'un bombardier qui retourne à l'échiquier mondial, celui qui même aujourd'hui peut abattre le feu nucléaire sur le globe, le Tu-95 Bear. En 1949, le bureau d'études Tupolev lance les premières études sur le développement d'un bombardier lourd stratégique. Et justement, en 1950, l'État donne ses directives à deux bureaux d'études. Tupolev et Myasitchev sont les deux sélectionnés. Le cahier des charges est ambitieux pour l'époque. La capacité d'être ravitaillé en vol est 8000 km de portée avec 11 tonnes de bombes dans sa soute. Un tel avion serait largement capable d'atteindre les grandes villes américaines, avec suffisamment d'armes nucléaires pour annihiler ces dernières. En Europe, une flotte de ces bombardiers pourrait détruire les bases de l'OTAN se mettant en travers de la conquête soviétique. L'importance stratégique d'un tel avion n'est donc pas à prendre à la légère. Mais pour faire peser une telle pression sur les Américains, cet avion doit être construit, et Tupolev ne voulait aucunement laisser cette opportunité à leurs camarades de chez Myasitchev. Un tel cahier des charges peut théoriquement être respecté avec un avion dérivé du Tu-4, et heureusement pour Tupolev, un tel avion était déjà en développement. Le premier prototype du Tu-85 décolle pour la première fois en janvier 1950, et en septembre de la même année, les tests prouvent que l'avion est largement capable d'atteindre les États-Unis avec 12 tonnes de bombes. Et enfin, en 1951, la production est approuvée depuis les anciennes usines de Tu-4. Cependant, le Tu-85 était propulsé par 4 moteurs Shvetsov ASH-2K, des moteurs à piston de 4500 chevaux. Les retours de la guerre de Corée ont montré que les bombardiers B-29 américains étaient extrêmement vulnérables face aux MiG-15. Il en est conclu que les nouveaux bombardiers ne devront pas être motorisés par des moteurs à piston. Ces derniers sont trop faibles et ne peuvent pas fonctionner à haute altitude. Heureusement, Tupolev n'avait pas qu'une seule corde à son arc. Un autre projet était en cours de développement, un avion bien plus ambitieux et moderne, qui ferait passer le Tu-4 et le Tu-85 pour des reliques de la Seconde Guerre mondiale. Le développement de cet avion avait déjà débuté en 1949. Il va devoir relever un défi que ses prédécesseurs n'avaient pas su surmonter. Le choix du moteur sera extrêmement important pour cet avion. Les moteurs à piston sont vite oubliés, ils sont trop faibles et contraignent l'avion à un plafond de vol très bas. Les turboréacteurs de l'époque sont trop inefficaces pour offrir un rayon d'action suffisant à l'avion, mais leur très grande puissance serait la bienvenue. Le premier choix est porté sur une configuration de 8 turbopropulseurs de 6000 chevaux, reliés par des boîtes de vitesse à 8 hélices contrarotatives. Bien que très puissant, cet arrangement est complexe. L'avion aurait suffisamment de puissance pour voler jusqu'à 900 km/h, mais une aile droite comme celle du Tupolev Tu-85 serait particulièrement inefficace à ce régime. Mais l'expérience des soviétiques, laissée par le développement de la voilure du Tu-16, les convainc à utiliser une voilure en flèche inclinée. Le bombardier adopte une voilure similaire à celle d'un jet, une aile en flèche inclinée à 35 degrés, montée à une hauteur moyenne. Cette voilure, en plus d'augmenter la vitesse maximum que peut atteindre l'appareil, augmente son efficacité, et donc sa portée. Pour voler encore plus longtemps, le bombardier peut être ravitaillé en carburant en plein vol, grâce à une perche faisant la liaison entre l'avion ravitailleur et le bombardier. La vitesse phénoménale à laquelle l'avion voyage induit de nouvelles contraintes. Le bombardier volera à vitesse transsonique, entre Mach 0,8 et Mach 1. La traînée atmosphérique augmente considérablement à ce régime. Pour diminuer celle-ci, un corps anti-choc est placé sur chaque aile. Cette partie de l'aile peut aussi servir à stocker du carburant additionnel. Le projet est approuvé par le gouvernement soviétique en 1951, lançant le début des tests. Le premier prototype, nommé Tu-95-1, est terminé en 1952. Il est équipé de 8 turbopropulseurs Kuznetsov 2TVF de 6000 chevaux chacun. Le 12 novembre de cette même année, il effectue un premier vol, qui heureusement se passe bien. Après 6 mois de test lors du 17e vol, un problème technique survient en plein vol. Un moteur s'embrase emportant l'aile avec lui. L'avion s'écrase au sol dans une boule de feu et une pluie de débris, tuant le pilote. Cet échec aurait été attribué aux boîtes de vitesse transmettant la puissance des moteurs aux hélices. Ce mécanisme était bien trop complexe et inefficace. Il a donc été changé sur le second prototype, le Tu-95-2. Le choix se porte finalement sur 4 Kuznetsov NK-12, des turbopropulseurs d'une puissance de plus de 12 000 chevaux chacun.
Ces moteurs ont été confectionnés par d'anciens ingénieurs allemands de Junker, récupérés par les soviétiques après la guerre. En ce jour, ce sont les turboréacteurs les plus puissants au monde, et ils sont 4 à combiner leur puissance sur cet appareil. Ils entraînent chacun 2 hélices contrarotatives de 4 pales. Ce nouveau prototype voilà pour la première fois le 16 février 1955, avec 5 tonnes de masse inerte dans sa soute. Les premiers vols sont concluants, le nouveau design ne manque pas de puissance, en plus d'être grandement plus simple et fiable que le Tu-95-1. Les espions de l'OTAN remarquent rapidement cet immense avion lors de ses tests, mais ils sont encore loin de se douter des véritables capacités de l'appareil. Les observateurs estiment sa vitesse maximum à plus de 600 km/h, pour un rayon d'action de 6000 km. Ces estimations n'ont cessé de croître, pour que, après plusieurs années, elles se rapprochent des véritables performances du bombardier lourd. Pratiquement 12 tonnes de bombes, une vitesse maximale de 900 km/h et un plafond de vol de 13 500 mètres. Étant capable d'être ravitaillé en vol, sa portée est théoriquement pratiquement infinie. Mais sans ravitaillement, il peut aisément atteindre une cible à 7500 km, la bombarder et revenir se poser. Le bombardier correspondant aux attentes du gouvernement, la production en série débute en janvier 1956. En 1959, les services secrets estiment que la flotte de Tu-95 est opérationnelle. Le 30 octobre 1961, un Tu-95 hors du commun prend son envol. Il ne ressemble à aucun de ses prédécesseurs. Il a été rendu complètement étanche, peint en blanc, ses réservoirs ont été allégés et sa soute a été découpée pour accueillir une bombe purement et simplement massive. Cet avion aura la lourde tâche de larguer la bombe H la plus puissante jamais testée, une arme d'une puissance de 57 mégatonnes, de quoi vaporiser l'Île-de-France dans son entièreté. Cette arme dévastatrice, c'est la Tsar Bomba. Le jour même, la bombe est larguée au-dessus du site de test C, à 13 000 mètres d'altitude. Pour que le bombardier ait le temps de fuir l'effroyable détonation, la bombe descendit sous parachute. Elle explose 8 km plus bas à 11h32. Une boule de feu de 6 km de diamètre grandit dans le ciel, mais des brûlures au 3e degré s'étendent jusqu'à une centaine de kilomètres alentour. Cette démonstration de force de l'URSS participa à ancrer l'image du Tu-95, qui prit le surnom Bear. La polyvalence et la puissance du Tu-95 en fait une excellente plateforme pour de nombreuses variantes et dérivés. Le Tu-142, dédié à la surveillance et la protection de l'immense littoral soviétique, le Tu-114, un avion de ligne dérivé du bombardier, ou encore le Tu-126, un avion radar dérivé du Tu-114. Au total, on compte plus d'une vingtaine de versions de l'avion. Après la chute de l'URSS, plus aucun Bear ne sortira des usines. Suite à des coupes budgétaires, de nombreux avions quitteront le service actif et l'avion ne sera plus modernisé. Jusqu'à ce qu'en 2008, pour la première fois depuis l'effondrement du rideau de fer, une nouvelle version de l'ours est lancée. Les anciens appareils ayant survécu à l'ère du temps sont modernisés et remis à niveau pour faire face aux nouvelles menaces du 21e siècle. Aujourd'hui, en 2021, les Tu-95 russes sont de nouveau en pleine modernisation. Son retrait du service actif n'est pas prévu avant 2030. Comme son homologue américain, le B-52, sa longévité est purement impressionnante. Cet avion, qui a maintenu en alerte les armées à travers le globe, n'a pas fini de montrer au monde qu'à chaque instant, le dernier crépuscule de l'homme peut venir du nord. Merci d'avoir regardé cette vidéo, attendez juste une seconde avant de partir, j'ai quelques annonces à vous faire. Tout d'abord, je vais faire une FAQ bientôt, donc si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. J'ai aussi récemment lancé un Utip pour financer du matériel pour la chaîne, donc si vous avez les moyens et que vous vous sentez généreux, n'hésitez pas à me faire un petit don. Sur la durée, ce qui m'aidera le plus, ce seront évidemment les dons réguliers, mais même si vous me donnez 1 € une fois, c'est très bien et je vous remercie infiniment. Et je remercie tous ceux qui ont déjà donné, on est déjà à 65 $, c'est énorme. Je voulais aussi tous vous remercier pour le cap des 3000 abonnés, je passe un temps monstrueux à faire ces vidéos, donc que ça marche et que ça vous plaise, moi ça me fait énormément plaisir. C'est tout ce que j'avais à dire, merci beaucoup d'être resté jusque là, allez à plus.